Mes chers amis, je suis Daniel Cohen, juriste de formation et titulaire aujourd'hui d'un doctorat en philosophie. Et je vais vous parler de la situation au Golan, telle que nous la connaissons aujourd'hui, et surtout comment nous sommes arrivés à cette situation. Je commence donc par des généralités pour vous dire que depuis des siècles, toutes les guerres faites par l'humanité se sont terminées par des traités qui ont instauré la fin de la guerre et des nouveaux accords territoriaux ou politiques ont vu le jour. Il semblerait que la région du Moyen et du Proche-Orient échappe à cette règle et la raison majeure de ce phénomène est la motivation de la guerre. Quand le litige est territorial, le problème est plus facile à régler, mais quand la guerre est motivée par des concepts religieux, les accords sont beaucoup plus difficiles à atteindre. Le moteur principal de la guerre n'est pas sur Terre, il est alors au ciel, et il est inaccessible aux humains. Ces conflits se terminent en général par l'écrasement de l'un des adversaires. Dans le conflit israélo-palestinien, le motif principal n'est pas l'occupation de terre, car pendant 19 ans, de 1948 à 1967, la Cisjordanie a été occupée et gérée par la Jordanie sans que les Palestiniens ne se soient révoltés au prétexte que l'occupant, les Jordaniens, est un État arabo-musulman. Ceci devrait donc nous amener à dire que même si Israël devait quitter la Cisjordanie, la presque totalité du peuple palestinien refusera de faire la paix au prétexte qu'une terre islamisée ne peut revenir dans les mains des mécréants. Ce théorème que nous venons de vous donner est très très important, mais malheureusement la politique internationale veut l'ignorer et continue à exiger qu'Israël se retire des territoires occupés pendant la guerre de juin 1967. Dans cette question, Israël, qui joue sa survie, refuse cette solution. Alors les pressions augmentent sur Jérusalem, qui fait la sourde oreille et devient alors l'adversaire tout désigné. La conséquence de tout cela est que l'antisémitisme dans le monde trouve un terrain favorable pour se développer. Mais si nous analysons la nature des États qui font pression sur Israël, nous aboutissons à des résultats étonnants. Nous remarquons qu'aujourd'hui, l'Égypte est devenue l'allié de Jérusalem. La Jordanie, au vu de ses capacités militaires réduites, n'a aucun poids, sinon sa voix à l'ONU. La Syrie et l'Irak sont politiquement inexistants. La Turquie, malgré ses 85 millions d'habitants et sa qualité de membre de l'OTAN, a perdu ses capacités de nuisance et les secousses politiques qui la secouent lui prédisent un avenir chargé de nuages. De plus, la politique menée dernièrement par le président Erdogan et son rapprochement avec les frères musulmans, ennemis jurés d'Israël, l'empêchent de donner un avis audible et crédible. Il reste aussi l'Arabie saoudite, temple du radicalisme islamique, mais qui a peur de son puissant voisin, l'Iran, et s'est rapproché d'Israël. Alors, voyons ici la voix des grands États ou groupes d'États. Nous voulons parler ici des États-Unis, de la Russie, de l'Union européenne. Or, la Russie, impliquée aujourd'hui dans le problème syrien, ne semble pas disposée à jouer le jeu arabe. Elle qui est surtout intéressée par le port de Latakia et le port de Tartous qui lui ouvre une fenêtre sur la Méditerranée. Elle soutiendra par tous les moyens le président Bachar el-Assad et les États-Unis, soutien traditionnel d'Israël aujourd'hui, sous la présidence de Barack Obama, soufflent le chaud et le froid. Mais l'armée US, qui considère Israël comme un porte-avions allié, freine les ardeurs du président. Au moment où nous rédigeons cette introduction
de nouveau, le président Donald Trump montre clairement qu'il joue la carte israélienne. Reste alors l'Union européenne qui souffre d'un défaut majeur. C'est une union sur le papier. Elle n'a pas de politique commune. Chaque pays menant sa propre politique. Nous écartons immédiatement les petits États comme la Belgique, la Tchéquie ou le Luxembourg qui n'ont aucune capacité de jouer un rôle politique en Europe. Seuls, dans cette optique, comptent les États comme la France, le Royaume-Uni, l'Allemagne et l'Italie. L'Angleterre a décidé de faire cavalier seul en quittant l'Union européenne. L'Italie veut jouer un rôle mais n'a pas de partition. L'Allemagne souffre du syndrome de la Shoah. Elle s'est révélée ces dernières années le meilleur soutien d'Israël et même quand il lui arrive de critiquer Jérusalem, elle le fait en termes mesurés. Reste bien sûr le gouvernement français qui croit toujours en la grandeur de la France et qui a hérité d'un siège permanent non mérité, à notre avis, au Conseil de sécurité de l'ONU. Mais cette même France, qui fut longtemps fille aînée de l'Église et patrie des droits de l'homme, souffre d'une mémoire défaillante, car c'est la France qui a créé, comme nous le verrons plus tard, presque tous les problèmes du Proche-Orient d'aujourd'hui. Nous verrons que les pays les plus turbulents aujourd'hui au Proche-Orient sont la Syrie et le Liban, pays cornaqués par la France lors de leur création. La France croit toujours qu'elle a un rôle à jouer sur les rives orientales de la Méditerranée, mais l'histoire récente de cette région du monde montre que la France produit de bons discours mais n'a pas la capacité d'agir valablement. Aussi, pendant que Paris décrète que le Hezbollah est un mouvement terroriste, le ministre français des Affaires étrangères rencontre à Beyrouth les membres de la branche politique de ce même mouvement, et ceci nous paraît incompréhensible. Nous retenons de ces quelques phrases que les deux pays européens qui ont tiré les ficelles après la première grande guerre, 1914-1918, c'est-à-dire la France et le Royaume-Uni, essaient aujourd'hui d'intervenir sans vergogne dans cette région. En fait, cela est moralement inacceptable. Et nous allons dire pourquoi. Quand nous reprenons l'histoire de ces 7 dernières dizaines d'années, l'observateur neutre est obligé de reconnaître que des occupations indues de territoires d'autrui sont légion dans le monde. Qu'a fait le Conseil de sécurité quand la République populaire de Chine a occupé le Tibet en 1949? Qu'a fait le Conseil de sécurité quand la Russie a occupé la Crimée, tout récemment? Et qu'a fait ce même Conseil de sécurité quand la Russie occupe depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale des îles japonaises en mer de Bering? Et quand la Turquie, membre de l'OTAN et candidate à l'admission en Europe, a occupé la moitié nord de l'île de Chypre, État indépendant et membre de l'OTAN, l'Union européenne avait les yeux clos. Les États-Unis n'ont rien vu et l'ONU, mis à part les sempiternelles jérémiades, n'a pas bougé. Seul Israël doit être sacrifié sur l'autel des principes de la bonne entente. Au moment où nous remettons à notre auditeur notre script, les États-Unis, par la voix de leur ambassadeur à l'ONU, ont déclaré urbi et orbi que le temps où Israël était continuellement condamné est maintenant révolu. Nous allons donc entreprendre cette étude en nommant les puissances qui ont créé le chaos et celles qui ont fermé les yeux pour éviter de le voir et qui veulent aujourd'hui s'ériger en arbitre. Mes chers amis, l'introduction prend ici fin. Si par hasard vous deviez me poser une question, vous êtes les bienvenus et mon email apparaîtra sur l'écran. Nous nous retrouverons dans 1 ou 2 semaines avec la suite du développement.